Solastalgie, c'est la douleur de perdre le réconfort que peut nous apporter la nature ou un environnement familier que l'on voit se faire modifier de par l'action de l'homme ou de par l'action de catastrophes naturelles. Et donc la solastalgie, c'est vraiment ce regroupement de ces deux notions, la douleur et la perte de réconfort, qui traduit finalement toutes ces émotions que l'on peut ressentir face au désordre du monde, qui peuvent engendrer aussi des questionnements sur notre place dans le monde, nos aspirations. C'est une forme de nostalgie du futur aussi. C'est un peu l'idée de l'éco-anxiété. AVS avec Philippe Robichon. Voilà, AVS. Alors aujourd'hui, on pourrait dire à votre solastalgie. Tiens, mais de quoi on parle ? On va voir ça avec mon invité ce matin, le docteur Alice Desbioles. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin en santé publique, vous êtes spécialisé en santé environnementale. La santé environnementale, qu'est-ce que c'est ? Finalement, c'est l'étude de l'impact de l'environnement sur notre santé. Donc, par exemple, l'effet de la pollution de l'air, des perturbateurs endocriniens, des pesticides, des UV sur notre santé. Intéressant. Vaste Pollution, programme. tout ça. Vaste programme. Et on en parle de plus en plus. Vous publiez l'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé chez Fayard. Alors, l'éco-anxiété, pourquoi est-ce que vous avez mis éco-anxiété sur la couverture ? Parce que votre éditeur voulait pas mettre la solastalgie parce qu'il trouvait que c'était trop barbare. On peut dire ça. C'est vrai que solastalgie, comme c'est un néologisme, un nouveau mot, personne ne sait forcément ce que ça veut dire. Que éco-anxiété, c'est déjà plus facile de comprendre de quoi va parler le livre. C'est plus intuitif. D'accord. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment la solastalgie. Alors, vous dites que c'est un nouveau mot. On va faire un petit peu d'étymologie, si vous voulez bien, ce matin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Solastalgie, ça vient de l'anglais ou du latin solatium, soleis, qui veut dire réconfort. Et algos du grec et algie du grec algos qui veut dire douleur. Donc quelque part c'est la douleur de perdre le réconfort que peut nous apporter la nature ou un environnement familier que l'on voit se faire modifier de par l'action de l'homme ou de par l'action de catastrophes naturelles. Et donc la solastalgie, c'est vraiment ce regroupement de ces deux notions, la douleur et la perte de réconfort, qui traduit finalement toutes ces émotions que l'on peut ressentir face au désordre du monde, comme de la peur, de l'inquiétude, de la tristesse, un sentiment d'impuissance. Donc tout un panel d'émotions qui peuvent engendrer aussi des questionnements sur notre place dans le monde, nos aspirations. C'est une forme de nostalgie. C'est une forme de nostalgie du futur aussi, quelque part, de se dire... Alors ça, c'est bizarre d'avoir une nostalgie du futur. Exactement, donc c'est un peu l'idée de l'éco-anxiété. C'est de toute cette prospective, le fait de se projeter dans l'avenir, avec des prévisions, par exemple du GIEC, ce groupe international de scientifiques qui publie des rapports sur le climat et qui nous alerte sur donc, le réchauffement climatique et ses conséquences pour la viabilité de la planète et donc notre propre viabilité et celle de nos enfants. Donc voilà, c'est la solastalgie, l'éco-anxiété, c'est cette forme de nostalgie du futur, de se dire que potentiellement, on va offrir un futur à nos enfants très peu désirable. Bon, alors la solastalgie et l'éco-anxiété, vous dites dans votre livre que ce sont des fausses sœurs jumelles. Donc en fait, on ne peut pas employer le mot pour un autre, en fait. Ah, vous êtes tatillon, hein. Ça non, mais non, mais vous avez parfaitement raison. Mais parce qu'après, franchement, j'y connaissais rien au sujet. J'ai regardé et c'est comme un tiroir, en fait. Vous tirez sur une ficelle, il y a tout qui vient. Alors expliquez à peu près la différence. Alors les racines sont communes. Les causes, c'est vraiment les désordres du monde, qu'ils soient environnementaux ou même plus humanitaires, comme la crise des migrants. Ça peut aussi générer de la tristesse, des inquiétudes. Donc ça, c'est donc c'est les racines de l'éco-anxiété, de la solastalgie, c'est vraiment les désordres du monde au sens large, des ordres globaux et aussi des ordres plus locaux qui peuvent nous affecter directement, comme un changement dans notre quartier, dans notre ville, dans notre village qui nous affecte. Donc la gentrification d'un quartier aussi, ça peut causer une forme d'éco-anxiété ou de solastalgie. Mais par contre, donc la solastalgie, c'est vraiment, on va dire que c'est la temporalité un petit peu qui change. C'est-à-dire que la solastalgie, vous êtes plutôt dans le présent et le passé de ce qu'était par exemple la nature, de ce qu'était notre vie peut-être avant, de choses qu'on a connues. Il y a un paysan dans votre livre, par exemple, lui, il a plus les bruits de son enfance. Il appelait ça la symphonie ou l'orchestre de la campagne. Voilà, donc et là, ça, par exemple, ça n'existe plus. Voilà, là on est dans la solastalgie parce que lui, il me rappelait, il témoignait un petit peu de sa tristesse d'entendre le silence dans la nature, puisque les populations d'oiseaux déclinent très fortement en France, mais partout dans
dans le monde. Et donc chez lui, ça générait de la tristesse, ça générait une forme de nostalgie. Donc là, on est vraiment dans ce que j'appelle la solastalgie. Et l'éco-anxiété, vous êtes plus dans le futur, dans la prospective, dans l'inquiétude. Du monde qui arrive, en fait. Exactement. Ouais. Et de ce monde qu'on peut aussi imaginer quand on fait attention à tout ce que nous disent par exemple les scientifiques du climat ou certains experts qui nous projettent dans un monde qui peut se révéler anxiogène. Et donc là, vous êtes plus dans l'éco-anxiété. C'est la temporalité, je dirais, qui change un petit peu entre les deux. La solastalgie, c'est dans le vocabulaire médical ou pas encore? Ou ça attend? Alors pas encore, solastalgie et éco-anxiété, c'est pas reconnu. D'ailleurs, ce ne sont pas forcément des pathologies mentales. Est-ce que ça pourrait être une nouvelle pathologie mentale, une nouvelle maladie mentale, avec des répercussions quand même? Alors, de là à parler de maladie mentale, en plus je suis médecin, donc forcément on peut se dire forcément c'est des maladies. Pas nécessairement. Le fait de ressentir des émotions, de se poser des questions, voilà, c'est une sensibilité au monde. C'est un rapport à soi-même, aux autres et au monde qui nous entoure. Donc c'est pas forcément une pathologie. Par contre, effectivement, si les émotions deviennent débordantes, que l'individu se sent dépassé, qu'il n'arrive plus à faire face à des émotions qui vont être trop envahissantes, que ça va l'inhiber, que la souffrance morale engendrée va être trop importante, là, potentiellement, dans certains cas, on peut se dire que peut-être la frontière vers le pathologique a été franchie et que là, il y a nécessité d'installer, de mettre en place un soutien psychologique, par exemple. Mais dans la majorité des cas, c'est vraiment plus des interrogations, ou des émotions qui sont ressenties. Et quelque part, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que des informations scientifiques, des données scientifiques peuvent être au fondement d'une nouvelle philosophie morale, d'une nouvelle philosophie de vie qui va chambouler, transformer profondément les individus concernés. On est plus, pour moi, dans une forme de philosophie, dans une forme de sagesse, de rapport au monde qui diffère peut-être du rapport dominant actuel. Et alors, est-ce que ça ressemble un peu à la collapsologie? Vous voyez, c'est quoi le lien en fait? Ouais, moi je parle. Pour tous ceux qui nous écoutent, c'est quoi la collapso? Alors la collapso, ça vient c'est une terminologie médicale d'ailleurs, collapsus. On parle de collapsus en médecine quand tous vos organes vous lâchent. Donc c'est vraiment, c'est un petit peu la fin. C'est que c'est l'effondrement du corps. Donc on parle de collapsus. Et donc la collapsologie, c'est l'étude, l'analyse des effondrements potentiels de la société liés au réchauffement climatique, au conflit, à la pénurie de ressources, à la pénurie d'eau. Donc eux, ils étudient un petit peu, ils modélisent, ils essaient de réfléchir à ces effondrements potentiels de la société. Et donc, c'est vrai que les deux sont un peu liés, collapsologie, solastalgie. Moi, je parle un peu de pompiers pyromanes. Les uns nourrissent la tristesse des autres ou l'inquiétude des autres. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de collapsologues, à mon avis, aussi, qui doivent se retrouver un peu dans la solastalgie ou l'éco-anxiété. Oui, que ça a été renforcé avec l'arrivée de ce virus. Ah oui, alors ça... Le coronavirus, là. Ça, c'est sûr. On avait raison. Oui ou pas, parce que si vous voulez, les pandémies, les crises infectieuses, ça n'a rien de nouveau. Depuis toujours dans l'histoire de l'humanité, on a connu des grandes pandémies, que ce soit les pandémies de peste qui ont ravagé toute une partie de l'Europe au XIIIe siècle. Ça n'a pas grand-chose de nouveau, à mon sens, que par contre les bouleversements qu'on observe environnementaux, moi je parle de changement environnemental global, parce qu'on parle beaucoup du réchauffement climatique, mais finalement c'est un tout. C'est l'acidification des océans, le déclin de la biodiversité, la déforestation, la pénurie de ressources. On a de moins en moins d'eau sur Terre. Il y a des zones vraiment qui vont se retrouver très rapidement en pénurie hydrique, que ce soit en Afrique ou au Moyen-Orient. Donc c'est beaucoup plus global que juste une augmentation des températures. Donc... et ça, on n'a jamais connu ça en fait dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la Terre. Voilà. Les maladies infectieuses, ça n'a rien de nouveau. Et ça aura un impact sur notre santé. Vous expliquez dans votre livre que la solastalgie peut intervenir à la suite de catastrophes naturelles. On l'a vu, alors là on le voit parce qu'il y a les incendies en Californie qui sont dévastateurs, mais on l'a très très bien vu l'année dernière en Australie. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est la même chose même d'ailleurs en cas d'inondation, de catastrophe naturelle, on va dire. Et effectivement, alors ce qui est bien documenté dans la littérature scientifique, c'est vraiment les incendies de forêt, les méga-feux. Parce qu'ils interrogent les gens en fait. Exactement, et qu'il y a vraiment cette notion, je pense, de destruction d'un paysage naturel. Et beaucoup dans les études que j'ai pu proposer dans le livre, on voit que beaucoup de participants aux études après un méga-feu ou un feu de forêt parlent vraiment de la tristesse qu'ils ont à voir leur paysage originel perdu, ou le deuil de la forêt qu'ils peuvent ressentir. Donc les animaux, tout qui disparaît, bien sûr. Ouais, complètement. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres d'événements météorologiques extrêmes que l'on va d'ailleurs observer de plus en plus avec le réchauffement climatique. Plus proche de nous, ce qu'on voit beaucoup, donc c'est les canicules. C'est d'ailleurs le gros problème qui va nous occuper dans les prochaines décennies. Donc des canicules de plus en plus longues, fréquentes,
intenses, précoces aussi, de plus en plus tôt. Elles vont arriver potentiellement entre mai et septembre. Et moi, ce que j'ai pu observer, c'est qu'à chaque vague de chaleur, j'observe en général une vague d'éco-anxiété. C'est-à-dire qu'il y a une forme de prise de conscience chez plein de personnes qui se disent « Ah mince, mais en fait, quand on nous parle du réchauffement climatique ou de ce genre de choses, ça nous semble tellement abstrait. » Et là, en fait, on le vit dans notre chair et on voit que c'est pas agréable. On l'a vécu au milieu du mois de septembre, où subitement, il a fait mais vraiment chaud, comme il fait jamais chaud en septembre. Ça, c'est... Ouais. Mais en fait, il faut savoir que l'hiver 2019-2020, c'est l'hiver le plus chaud qui a jamais été observé à la surface de la Terre, depuis qu'on fait des relevés de données météorologiques. Et chaque hiver est plus chaud que le précédent. Donc à chaque fois, on augmente la température moyenne. Donc effectivement, là, en septembre, si vous voulez, on a un temps estival, ce qui peut susciter chez certains ce qu'on appelle de la météo-anxiété, c'est-à-dire cette inquiétude de voir le climat qui est complètement changeant. Il n'y a plus de saison, ma pauvre dame. Il n'y a plus de saison. Et ça aussi, je suis complètement d'accord avec ça. Je trouve que ça peut être triste aussi de se dire, mince, c'est agréable de voir ces 4 saisons, c'est quelque chose qui rythme aussi notre vie, qui rythme notre société, qui rythme la nature et les paysages. Et ça aussi, c'est en train de disparaître. On voit des pommiers qui bourgeonnent en septembre ou en février parce qu'il fait trop chaud. Et ça, quelque part aussi, c'est triste de se dire qu'on est en train de se transformer en pays tropical. Non pas que ce soit mieux ou moins bien, mais c'est juste que nous, profondément, on est un pays rythmé par les 4 saisons. Et ces saisons, on est en train de les perdre. Et à mon sens, ça aussi, c'est une cause de solastalgie. Comment est-ce que vous adaptez-vous qui est quand même médecin, le pari de Pascal à la collapsologie? Merci de me poser cette question. Parce que c'est assez intéressant. En fait, Pascal, donc, c'est ce philosophe qui nous... En fait, lui, il a fait son pari qui est très connu, c'est à propos du fait de croire en Dieu. C'était sur les religions, oui. Voilà, exactement. Le fait de croire ou de ne pas croire. Exactement. Et lui, finalement, de manière très rationnelle, il nous invitait à croire en Dieu. Ne serait-ce qu'en se disant que si Dieu existe, on a tout intérêt à croire en lui. Et comme ça, comme il saura qu'on a cru en lui, il nous ouvrira potentiellement les portes du paradis où il sera plus indulgent avec nous. Que par contre, si on n'a pas cru en lui et qu'il existe, on aura tout perdu. Et en gros, si je crois en lui et qu'il existe, j'ai tout gagné. Mais si je ne crois pas en lui et qu'il existe, j'ai tout perdu. Et donc, quelque part, avec les collapsos, c'est un petit peu ça. C'est de se dire qu'on a tout intérêt à les croire, à faire le pari qu'ils ont raison. Et si jamais ils ont raison, si jamais nous avons parié qu'ils avaient raison et qu'ils ont effectivement raison, tant mieux pour nous, on se sera préparé, on aura pu anticiper et ça se passera bien pour nous. Et si en revanche, nous avons cru nous avons fait confiance en leurs prévisions et qu'ils se sont trompés, eh bien c'est pas grave, c'est plutôt une bonne nouvelle d'ailleurs et nous n'aurons pas perdu grand-chose, si ce n'est un petit peu de notre temps. Donc nous avons tout intérêt à écouter leurs prévisions pour justement potentiellement s'y préparer, car nous avons plus à perdre à ne pas les entendre qu'à éviter de les... C'est un pari qu'on fait sur le... C'est pas facile à expliquer, mine de rien. C'est plus simple dans le livre, ça tient en 2 phrases. Voilà, mais c'est vrai que c'est simple. Non, alors ça, je dois dire que vous avez fait dans la simplicité. C'est inspiré directement de votre vie quotidienne, mais vous avez pris conscience de ce monde qui n'allait pas bien et qui marchait sur la tête très tôt, à l'âge de 8 ans, expliquez-vous dans votre livre. Ouais, exact, je parle de mon épiphanie écologique et moi c'est arrivé quand je me baladais avec mon père et mon petit frère au Muséum national d'histoire naturelle près du Jardin des Plantes et j'ai vu cet animal qu'on n'a jamais connu finalement, le dodo. Le dodo c'est son nom facile, hein. Ah oui, je vous laisse dire le... Non, il avait un nom à coucher dehors, non, le dodo. C'est le dronte de Maurice. C'est ça, le dronte. Ouais. Dronte de Maurice. C'est une espèce de grosse poule, un gros dindon, mais très charmant. Et voilà, il habitait juste sur l'île Maurice et il s'est vu massacré par les colons européens lorsqu'ils sont arrivés sur l'île. Et voilà, moi, ça m'a un petit peu choquée quand j'étais petite fille de voir que l'être humain pouvait, de par son action, éradiquer littéralement un autre être vivant de la surface de la Terre. Et donc ça m'a vraiment interrogée sur notre action. Et de cette épiphanie écologique, j'ai décidé après de m'engager vraiment toute petite. J'ai créé un club qui s'appelle SOS Nature, qui s'appelait SOS Nature avec mon petit frère et mes cousins-cousines. Et on allait ramasser les déchets dans la nature. Donc voilà, c'était déjà, petite fille à mon échelle, la manière pour moi d'essayer d'avoir un impact positif sur l'environnement. Voilà, et vous parlez de l'importance de l'école dans cette prise de conscience, hein. Exactement. On ne dit pas assez, mais c'est vrai que l'école a un vrai rôle d'ailleurs. Oui, je pense que c'est vraiment une forme aussi d'éducation, quelque part, de respecter la nature, d'avoir une attention pour autrui, une forme d'empathie. C'est des choses finalement qui peuvent s'apprendre. Dans le livre, je parle aussi de l'importance de peut-être repenser nos écoles ou la manière de faire cours à nos enfants. Ça va peut-être sembler un petit peu original à certains, mais en attendant, il y a beaucoup de pays qui de plus en plus développent ce qu'on appelle des écoles en plein
plein air, des écoles dans la forêt notamment. Et c'est vrai que tout ça, ça a des vertus en fait très positives pour la santé des enfants et pour la santé des enseignants, parce que voilà, ça propose un environnement moins bruyant, une meilleure qualité de l'air aussi, un rapport à la nature. Voilà, ça permet d'ouvrir le champ des connaissances, le champ de la pédagogie. Et donc ça, je pense que c'est aussi un bon moyen dès très jeune en fait de se familiariser à la nature et surtout à écouter. On a une appétence naturelle pour la nature, pour le monde vivant. Ça s'appelle la biophilie. C'est notre amour de la nature, notre amour du vivant, qui beaucoup dans notre vie actuelle en ville est quelque peu mise en sourdine. Et ça permet aussi de se rappeler que voilà, la nature fait aussi partie de nous. On fait partie d'elle, elle fait partie de nous. Et voilà, de s'autoriser peut-être un petit peu plus de contact avec cette nature. C'est vraiment très propice à plein de bienfaits pour notre santé mentale et physique. La solastalgie, ça peut être une forme d'empathie écologique, en fait. Complètement. Alors là, c'est une très belle définition. Si on parlait d'émotion tout à l'heure, pour définir ce que ça pouvait être, et pas une pathologie, c'est... Ouais, c'est une très belle formulation. Effectivement, c'est souvent des personnes, qui ont beaucoup d'empathie pour autrui, un autre qui n'est pas d'ailleurs forcément humain, mais un autre qui peut être naturel, qui peut être, animal, végétal, même voilà, un paysage. Tout ça, c'est important. Et effectivement, c'est une forme d'empathie écologique, d'empathie environnementale. Qui c'est qui a développé le concept ? Initialement, c'était un Australien, un philosophe de l'environnement, qui a créé ce néologisme. Et ça restait vraiment cantonné à la littérature scientifique anglophone. Il était parti de quoi pour justement étayer sa thèse ? Alors Qu'est-ce qu'il avait observé ? Lui, il était parti de son expérience donc, dans son pays natal, en Australie. Notamment, il avait il avait été en contact avec des paysans qui avaient été victimes de sécheresse et donc qui décrivaient ce que ça leur faisait sur le mental, et aussi des populations locales qui avaient été victimes, entre guillemets, d'une construction de mines à ciel ouvert dans leur environnement proche, donc vraiment une destruction de leur environnement local. Et qu'est-ce que ça avait généré comme émotion chez eux ? Il avait vraiment retrouvé à chaque fois une espèce de pattern d'émotion avec la tristesse. Voilà. C'est un film, c'était un paysage à la Mad Max. Exactement, tout à fait. Qu'il décrit. Ouais. Des cratères, c'était vraiment massacré littéralement. Et il retrouvait finalement des points communs entre les émotions qui étaient relatées par les personnes. Et il s'est dit, ce panel d'émotions, il n'y a pas de mots pour le définir, et il a créé ce concept-là. Et donc moi, je l'ai importé en France et je l'ai vraiment élargi à tous les désordres environnementaux, à tous les désordres du monde. Comment est-ce qu'on peut évaluer, parce qu'on parlait des catastrophes naturelles tout à l'heure, alors donc là elles sont étudiées puisque les gens sont interviewés, on leur pose des questions, mais comment on peut évaluer le nombre de gens qui sont sensibles à ça et que ça peut toucher ? Alors ça, c'est une question assez... Ou le fait d'en parler comme on fait ce matin, les gens vont se dire « Ah ouais, je suis ça en fait ». Alors souvent, ça peut se passer comme ça. Moi, à chaque fois, après chaque émission, j'ai pas mal de messages de personnes qui me disent qui se découvrent en fait. Merci, vous avez mis un mot sur ce que je ressentais. Merci d'avoir mis un mot sur mes mots, quelque part. Mot MAUX. Donc souvent, le fait de lire quelque chose sur le sujet, ça peut permettre de mettre un nom sur ces émotions. Donc c'est utile d'en parler, effectivement. Et donc plus on en parle, plus il y en a. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être qui ne savent pas, qui sont pas conscientes de leur potentiel éco-anxiété ou de leur potentiel solastalgie, et qui peut-être à l'écoute de cette émission vont se dire oui, effectivement, moi ça m'est déjà arrivé de me poser des questions sur ces sujets, ça m'est déjà arrivé de ressentir certaines émotions. Peut-être que moi aussi quelque part je suis un petit peu éco-anxieux, un petit peu solastalgique. Ça ne veut pas dire qu'on est malade, encore une fois, bien au contraire d'ailleurs. Bon, comment est-ce qu'on devient éco-anxieux alors en fait ? Alors, il n'y a pas une éco-anxiété ou une solastalgie. Il y a vraiment autant d'éco-anxiété et de solastalgie qu'il y a de personnes concernées. Et donc, les prises de conscience ou les épiphanies, on pourra choisir le mot que l'on souhaite, sont propres à chacun. C'est la deuxième fois que vous pourquoi vous aimez l'épiphanie ? Non, je trouve que c'est joli. C'est la fête de la galette ? Ouais, voilà. Puis à ce côté, puis c'est bon les galettes. Et puis à ce côté, c'est arrivé comme ça, suite à... Alors, ce qu'il faut quand même bien savoir, c'est que l'éco-anxiété, la solastalgie, ça s'appuie vraiment sur une base quand même qui est très solide. C'est pas du tout une croyance abstraite qui se baserait sur rien, non pas que ce soit mal d'avoir des croyances, c'est pas du tout la question, mais dans le cas de l'éco-anxiété ou de la solastalgie, vous appuyez vraiment sur un rationnel scientifique solide, sur un consensus d'ailleurs international. Donc c'est d'autant plus d'ailleurs difficile de s'en dégager, puisque on sait que ce que l'on pense quelque part est avéré. Donc tout l'enjeu derrière, ça va être de vivre avec cette sensibilité-là, avec ce rapport au monde, et d'en faire quelque chose de positif. Et en quoi est-ce que ça va modifier notre rapport au monde et aux autres ?
En fait, souvent, ça déclenche une forme de quête identitaire ou de philosophie de vie, et ça touche finalement à ce que l'on est profondément, à nous en tant qu'être humain, mais aussi à tous les choix que l'on va faire au quotidien. Parce qu'on se rend compte, lorsque l'on est éco-anxieux ou solastalgique, si l'on veut justement avoir un impact positif sur notre environnement, on va avoir envie peut-être de changer certains aspects de notre mode de vie. La manière de s'alimenter, la manière de consommer, la manière d'aller acheter ses aliments, on va peut-être changer de lieu d'approvisionnement, la manière de se déplacer, de concevoir ses loisirs, ses vacances. Et donc finalement, ça touche profondément à l'intime. Et donc ça, c'est... j'ai oublié le fil de votre question. Mmh. Non, je vous écoutais. Je trouvais ça, c'était savoir ce que ça changeait comme notre rapport aux autres et au monde. Voilà, et en fait, du coup, finalement, comme ça change tout dans votre manière d'être, derrière, forcément, ça va changer votre manière d'être au quotidien. Donc ça, forcément, derrière, ça a un impact sur votre rapport aux autres, sur votre rapport à vous-même, sur votre rapport... J'ai pris un vent quand vous êtes arrivé. Je vous ai proposé une bouteille d'eau. Bah donc oui, là, forcément. Non, mais, quelle erreur. non, mais j'ai ma gourde. non, mais je sais même pas. Je sais même pas ce qui m'a pris de faire ça. Vous voyez. Personne n'est parfait. J'étais arrivé avec ma mini bouteille en plastique, mais en fait, c'est la congruence. J'ai ma gourde. C'est la congruence finalement. Voilà. L'idée, c'est d'être cohérent. C'est juste d'être cohérent avec ce que l'on pense, avec soi-même. Et donc ça passe par ce genre de petits gestes qui peuvent d'ailleurs déclencher du dialogue, et c'est quelque chose pour moi de très positif. Et au contraire, ça peut même peut-être avoir un effet de levier, un effet de être suivi derrière d'initiatives positives aussi. Donc c'est... Oui. À noter que votre livre est optimiste quand même. Bien sûr. Hein, éco-anxiété, non, votre livre est optimiste puisque vous nous proposez, nous, de devenir les acteurs de ce changement et de modifier quelques petits gestes de la vie, en fait. Exactement. Contrairement à ce que l'on peut penser quand on parle d'éco-anxiété, moi, je vois pas du tout l'éco-anxiété comme une contrainte. Je vois ça comme une opportunité. C'est vraiment une opportunité de se faire du bien quelque part. On voit que, en général, tous les comportements que vous pouvez adopter qui vont être vertueux pour l'environnement, ils sont souvent vertueux pour vous-même et pour votre santé, et même d'ailleurs souvent pour votre porte-monnaie. D'ailleurs, on pourrait en parler plus en détail. Mais donc, il y a vraiment une forme de spirale positive qui peut s'enclencher. Et ça, je trouve que c'est très important. C'est ce que j'essaie de développer, notamment dans le dernier chapitre, quand je parle de toutes les solutions qu'on peut mettre en place quand on est un petit peu éco-anxieux. Et il y a vraiment cette notion d'engagement personnel au quotidien, et de non pas rester un spectateur passif de la situation environnementale que certains peuvent qualifier de désastre, mais de devenir un acteur engagé et de se réapproprier son destin environnemental. Et ça, pour moi, c'est très très important. En disant que nous, on ne sera pas impacté, puisque de toute façon, on vit dans un pays riche où l'eau coule au robinet, donc on sera complètement épargné. Ça, c'est un mythe qui a peut-être la peau dure, mais malheureusement, ce n'est plus vraiment le cas. En ce qui concerne le changement environnemental global, finalement, on est tous dans le même bateau. Pas dans la même classe, ça c'est sûr. Quand on est dans un pays, on va dire les pays du Nord, nous, on aura... encore que peut-être un petit peu moins de sécheresse mais la montée des eaux, elle sera partout. La température globale, la température qui va augmenter à la surface du globe, ce sera partout. Nous, dans les pays développés, même si on ne sait pas vraiment de combien ça va augmenter. Là, pour l'instant, on suit le pire. Vous savez, le GIEC, il a fait différents scénarios. Ouais, et donc là, on suit le pire. Pour le moment, actuellement, nos émissions de gaz à effet de serre, c'est vraiment le scénario le plus pessimiste, le RCP 8.5, qui n'est vraiment alors RCP bon. 8.5 pour tous ceux qui nous écoutent. Alors c'est l'acronyme qu'a utilisé le GIEC pour décrire différents scénarios. Et donc il y a le plus pessimiste, c'est le RCP 8.5, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça, qui modélise un changement qui peut aller jusqu'à 5 degrés. Et le plus positif, c'est le 2.3, allez savoir pourquoi, qui là envisage des politiques publiques favorables sur les émissions de gaz à effet de serre, avec notamment une notion de stockage des émissions de gaz à effet de serre, ou de stockage déjà des gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment des gros investissements qui sont nécessaires, ça c'est important, et surtout une mise au pas globale et une appropriation de ces enjeux de la part de tous les gouvernements. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Ça donne envie de faire des enfants. Ah oui, ça c'est une bah oui. Non, mais c'est une vraie question que je vous pose à vous qui êtes mère récemment mère de famille. Un petit garçon. Quand vous voyez ça, quand vous lisez ces chiffres, que vous voyez que finalement votre petit garçon, il aura 80 ans en 2100. Ouais. Ça sera comment en 2100 la planète?
au rythme où ça va, est-ce que vous vous projetez, vous qui êtes quand même une spécialiste du sujet? Ah ouais. Alors là, pour le coup, 2100 c'est loin, donc tout de suite on peut un peu se sentir moins connecté. Mais alors 2050, on va dire, tiens, 2050, il aura 30 ans en 2050. Voilà. 2050, c'est on pas a des si projections sur 2050 Ouais. et c'est pas si loin 2050. Non, 2050, c'est pas si loin. Encore une fois, vous disiez tout à l'heure que comme on est en France, on sera moins impacté. C'est pas vrai parce que quelque part, quand vous voyez les canicules qu'on subit chaque année, ça c'est vraiment juste c'est un appetizer en fait de ce qui nous attend. Parce que d'ici 2050, potentiellement, les canicules, elles pourront durer de mai à septembre. Et la canicule de 2003, qui avait fait 15 000 morts en France et 70 000 en Europe, ça pourrait être la norme. C'était une canicule qui était très intense, qui avait duré longtemps. 15 000 morts rien qu'en France. Chaque année, les canicules, c'est 1500 morts en moyenne. On voit ce que c'est quand on doit rester enfermé. Alors c'est sûr que si vous avez une maison de campagne au bord de la mer, vous vivrez ça mieux que si vous êtes dans une tour d'immeuble, dans des endroits où il y a très peu de végétation. Donc il y a quand même déjà une inégalité même au sein des pays. Donc on ne va pas tous vivre, c'est sûr, le réchauffement climatique et le changement à venir de la même manière, même si on va tous être impactés. Et c'est ça un petit peu le paradoxe aussi avec l'éco-anxiété et la solastalgie, c'est que finalement on est tous concernés, mais on n'est qu'une partie à se sentir concerné. Et ça aussi, c'est tout le drame des éco-anxieux et des solastalgiques. Ça renforce d'ailleurs l'éco-anxiété et la solastalgie, c'est de se dire mais on est tous dans le même bateau. Pourquoi est-ce que tout le monde ne se sent pas Pourquoi tout le monde ne se sent pas concerné par la noyade? C'est ça, pourquoi tout le monde ne prend pas sa part? Mais quand vous réfléchissez, vous, au fait de faire un enfant, et en vous disant que finalement, dans 30 encore, Alors moi, comment est-ce que vous avez répondu à cette question? Alors moi, est-ce que vous l'êtes posé d'ailleurs? Je suis désolé d'être un peu... non, j'en parle dans le bouquin, donc c'est pas un sujet tabou. Moi, j'ai fait un enfant, c'est vrai, un petit garçon. Comment dire? Disons que pour moi, je comprends, il y a des personnes qui n'en font pas. Il y a 5% d'infertilité volontaire en moyenne en France. Souvent, parfois, ça revient pour des motifs justement de planète, d'environnement, de monde que l'on va laisser à nos enfants. Donc il y a des personnes qui finalement refusent d'en faire pour ne pas les mettre dans une situation délicate. Moi, j'ai décidé quand même d'en faire un parce que je me suis dit que quelque part, ne pas en faire pour cette raison, même si je le respecte et je ne suis pas du tout en train de juger les personnes qui ont choisi de faire ça, mais pour moi, c'était déjà se dire que c'était perdu et qu'il n'y avait plus d'espoir. Et moi, je ne pense pas que tout soit définitivement perdu. D'après les scientifiques du GIEC, on a encore une petite fenêtre temporelle de 10 ans pour essayer d'inverser la tendance des gaz à effet de serre et donc de rejoindre ce scénario optimiste du GIEC, le 2.3. Là, on est sur le 8.5, le pire. On a encore une petite fenêtre d'opportunité si on ne fait pas n'importe quoi, qu'on prend tous collectivement et individuellement les bonnes décisions. Donc moi, j'ai décidé de faire ce pari-là. Je suis optimiste de nature. Je me suis dit, j'ai confiance en mon prochain, j'ai confiance en nous. On devrait pouvoir maintenant, avec toutes les informations qu'on a sur le sujet, de plus en plus de personnes qui se sentent concernées. J'ai bon espoir qu'on prendra les bonnes décisions. Je rappelle que vous êtes médecin en santé publique, que vous êtes spécialisé en santé environnementale et que vous avez fait votre premier stage d'interne dans le centre d'éthique médicale de l'hôpital Cochin. Alors déjà, être dans l'éthique, ça vous ressemble finalement quand on vous écoute ce matin. Et quels sont les piliers fondateurs de l'éthique médicale et aujourd'hui, est-ce qu'ils sont respectés ? C'est une bonne question. On a plusieurs piliers. Vous avez le pilier de justice, l'importance de la justice dans les relations, notamment entre personnes, et un autre pilier de bienfaisance, non-malfaisance aussi. Donc ça c'est très important. Tu ne feras pas de mal aux autres. Voilà, tu feras le bien si tu peux et tu ne feras pas de mal. Bienfaisance et non-malfaisance, ne pas nuire. On peut se poser la question, effectivement. Moi, j'ai vraiment cette interrogation. J'ai pas forcément l'impression qu'on ait un comportement, même si on pense pas à mal, hein, vraiment je suis pas du tout en train d'émettre un jugement de valeur, mais finalement quand on voit que on consomme 2,9 terres la France pour assouvir nos besoins. Rien que nous. Rien que la France. C'est-à-dire que si tout le monde devait consommer comme nous sur la Terre, comment ça ferait ? Bonne question. Ça va faire, je vous dis, rendez-vous dans 10 ans déjà, on verra, on fera les comptes, mais ça va être compliqué. Et les Français, on n'est pas les pires. Les États-Unis, je me souviens plus, mais je voudrais pas dire n'importe quoi, mais c'est bien plus que 2,9 terres. Donc rien que quand j'entends ça, je me dis, mais comment, en sachant ça, on peut continuer à faire comme si de rien n'était ? Et donc, sachant ça, aussi, je trouve qu'on a une forme de responsabilité vis-à-vis de nous, mais aussi des générations suivantes qui arrivent et qui ne sont pas en mesure de prendre des décisions, qui vont clairement subir. Et là, quelque part, je trouve qu'on ne respecte pas forcément ces principes d'éthique, de bienfaisance, non-malfaisance et de justice.
Alors ça, il y a un petit côté développement durable, et vous n'êtes pas très développement durable dans le concept, qui était plutôt une arnaque. Ouais, je me dis que ça fait un peu greenwashing quelque part. C'est cette notion de se dire on peut tout faire comme avant. Il suffit juste de mettre un petit logo vert et finalement ça ira très bien. On peut pas concevoir les choses, concevoir un développement avec les mêmes paradigmes que ceux qu'on a actuellement et juste dire que parce qu'on dit qu'il est durable, il le sera. Je pense qu'il faut repenser vraiment beaucoup de choses, nos modes de production, nos manières de bouger, nos manières de travailler, nos manières de nous alimenter, de produire notre alimentation. Et donc tout ça, ça nécessite une refonte de notre société, de notre vivre ensemble. Et ça peut pas juste se décréter en disant qu'on va faire du développement durable. C'est bien plus profond. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que, alors d'un côté, on est des individus solastalgiques qui comprennent ce qui se passe, qui comprennent que quelque chose ne tourne pas rond, et que d'autres ne le voient pas. Qu'est-ce que les solastalgiques ont de plus que les autres ? Qu'est-ce qu'ils ont comme capacité de plus que les autres ? Alors, je ne sais pas s'ils ont quelque chose de plus que les autres ou si c'est finalement ceux qui ne sont pas forcément éco-anxieux qui mettent eux plutôt en place des stratégies naturelles d'ailleurs. Hein, c'est complètement normal de ne pas vouloir regarder les choses en face, hein, on a parfaitement le droit. Donc ça, c'est des stratégies de déni, de kilomètre sentimental aussi. C'est que plus une information est lointaine, moins on se sent touché. Donc ça aussi, ça peut jouer. Le réchauffement climatique, ça peut sembler lointain. Je pense qu'il y a aussi peut-être des personnes qui n'ont pas pris le temps de se documenter, qui n'ont pas forcément bien évalué, bien compris la situation. Je pense qu'il y a aussi de la pédagogie à faire. On ne nous apprend pas vraiment ça à l'école. Donc moi, je peux comprendre quand on est pris dans la vie quotidienne, on a des enfants, il faut travailler. Enfin, on n'a peut-être pas non plus le temps de se poser toutes ces questions. Donc d'où l'importance de l'école dont on parlait au début, hein, de faire de la pédagogie. Les enfants, dès que vous leur en parlez, eux, ils n'ont pas du tout, en plus beaucoup moins de préjugés. Donc ils sont dans un processus d'apprentissage. Donc ils sont bien plus ouverts à de nouvelles informations. Les enfants, quand vous leur parlez de ça, tout de suite, ils sont très réceptifs et pour eux, ça semble évident qu'on ne peut pas continuer comme avant. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, ceux avec qui vous pouvez en parler le plus facilement, ce sont les enfants qui ont une prise de conscience écologique, mais incroyable. Oui, parce que je pense qu'ils ont, ils ont pas les mêmes schémas, ils sont pas pris dans les mêmes habitudes. Les habitudes aussi, c'est quelque chose. Hein. Quand c'est ancré en vous, une habitude, c'est difficile de faire autrement. Donc je pense qu'il y a tout plein de stratégies que mettent en place les personnes non éco-anxieuses pour continuer à vivre sans trop se poser de questions. Et on peut comprendre, hein, parce que finalement, et là, quand vous me demandiez qu'est-ce qu'ont en plus les personnes éco-anxieuses, qu'est-ce qu'ils ont comment leur cerveau est patché. Ça, il faudrait vraiment aller regarder, effectivement, peut-être avec des études de neuroimagerie ou quoi, mais une chose est sûre, c'est que moi, ce que je peux voir, c'est que j'ai quand même l'impression que les personnes éco-anxieuses ou solastalgiques, elles ont aussi beaucoup de courage, quelque part. Parce que quand on parle de toutes ces informations, il y a une chose qui est très facile à faire, et encore une fois, c'est pas une critique, c'est juste de détourner le regard. Parce que c'est tellement inquiétant, tellement anxiogène, qu'on peut se dire, oulala, bon, de toute façon, ce sera pas pour nous, après moi le déluge, je ne suis pas concernée, et qui vivra verra, et puis voilà, fin de l'histoire. Et vous avez d'autres personnes qui, elles, vont se dire, mais attends, de quoi ? Qui vont aller regarder. Et donc, il y a une forme de courage, vraiment, de regarder les choses en face, d'intégrer ces informations, ces données, et derrière, de les digérer et de se les approprier pour en faire quelque chose. Et donc, je pense que, contrairement à ce qu'on peut penser quand on parle d'éco-anxiété ou de solastalgie, où on me demande si les personnes concernées comme ça, elles sont plus fragiles ou plus vulnérables. Moi, je pense qu'au contraire, elles sont très, très courageuses. Non, mais alors, on va dire, je sais pas si ça vous parle comme mot, clairvoyante, lucide, je sais pas. Moi, je pense qu'elles sont hyper lucides. C'est une forme d'hyperlucidité pour moi. C'est une forme de courage de regarder les choses en face. Et vous avez Nassim Taleb, qui est un philosophe, un ancien... Là, c'est juste mon idole. Et ben voilà. Et alors là, c'est juste. Voilà. J'ai vu que vous le citiez plusieurs fois. Ouais. Alors là, franchement, je veux dire, ouais. Et lui, il parle d'antifragilité. Donc, je pense que vous connaissez ce concept-là. D'abord, c'est un livre qui est merveilleux. Voilà. On va expliquer aux gens ce que c'est que l'antifragilité, qui illustre vraiment la période qu'on vit aujourd'hui. Complètement. L'antifragilité, c'est finalement une forme de résistance, mais c'est cette capacité à faire face à des événements imprévus, mais qui potentiellement peuvent bouleverser votre quotidien. Typiquement, là, on l'a vu avec le coronavirus. Et donc, je pense que les éco-anxieux et les solastalgiques, qui, eux, ont déjà intégré toute cette narration un petit peu, pas de fin du monde, mais en tout cas de se poser des questions par rapport à demain, avec pas mal d'inquiétudes, elles sont quelque part antifragiles, puisque... et d'ailleurs, c'est ce que moi j'ai pu constater aussi pendant la pandémie, c'était des personnes qui étaient déjà quelque part un petit peu préparées psychologiquement, donc beaucoup plus résilientes déjà. Donc loin d'être fragiles et vulnérables, ce sont au contraire des personnes courageuses qui sont déjà un petit peu résilientes et préparées et antifragiles. Les rats sont antifragiles par définition, par exemple. Si vous voulez. Oui, c'est ça. C'est ceux qui arrivent à survivre finalement. Ouais, les rats, les cafards. Les cafards. Après là, c'est pour d'autres raisons peut-être. Non, mais bon, voilà.
Un vase en cristal, c'est pas antifragile, quoi. Ça, c'est sûr. C'est très fragile. Tout dépend de l'environnement derrière. Si, Bon. si vous le mettez sous cloche. Si vous avez son 06, moi je rêve de faire une émission avec lui. Ok. Je lui dirai si un jour l'occasion se présente. Vous n'avez pas son 06? Non, pas encore. Vous auriez pu le donner. Vous avez déjà rencontré des personnes qui sont solastalgiques et qui en souffrent? Vous en connaissez oui. beaucoup? J'en ai rencontré quelques-unes. En tant que médecin Ouais, bien sûr. Donc souvent, quand c'était vraiment des personnes où il y avait une souffrance morale très importante, là, je les orientais vers des confrères psychiatres ou psychologues, quand je considérais que là, on n'était plus dans juste une forme de sensibilité au monde, mais vraiment dans quelque chose d'inhibant et de trop noir pour que les personnes puissent... voilà, je trouve qu'il y avait un impact trop fort sur leur quotidien et sur leur bien-être pour qu'on les laisse sans rien faire. Mais oui, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Mmh. Ouais, mais pas plus que ça en fait. Non, globalement, c'est vraiment souvent même des personnes qui me disent, bah voilà, j'ai eu cette prise de conscience-là et j'ai changé un petit peu même ma vie, j'ai changé mes habitudes, j'ai changé mon lieu de vie, ma profession et je me sens mieux. Ça a été au contraire une voie d'accès vers une forme de bien-être et de bonheur, de plénitude, cette nouvelle philosophie de vie, ça leur a permis de se réaliser différemment et en quelque chose de très positif. Donc si vous n'êtes pas dans une solastalgie inhibante, ça peut vraiment conduire à une forme de bien-être au quotidien et de se retrouver soi-même. Alors pour ceux que ça intéresse, il y a les 5 étapes et les 5 séquences du cheminement solastalgique. Vous pouvez googler par chez Furka, donc c'est un Canadien. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc là c'est intéressant, vous pouvez googler, ça vous intéresser. Et puis il y a 4 profils d'éco-anxieux. Donc si vous voulez savoir quel éco-anxieux vous êtes, ça aussi ça peut vous intéresser. Parce que les gens aiment bien savoir sur quelle échelle ils peuvent se sentir et comment mesurer ça. J'avais une question à vous poser. J'ai vu un mot, une expression que je ne connaissais pas, qui concernait les océans. Qu'est-ce que le sentiment océanique ? Alors le sentiment océanique, c'est cette impression d'être un petit bout d'un grand tout. C'est de se dire qu'on appartient à une immensité, du brin d'herbe jusqu'aux étoiles, et qu'on fait partie de ce grand tout qui est la Terre, qui est la vie. Et donc c'est un philosophe qui l'a appelé comme ça, le sentiment océanique, et j'ai trouvé que ça faisait écho. Qui était prix Nobel de littérature, Pierre Hadot, et qui faisait... moi, ça a fait vraiment écho à ce que je pouvais parfois ressentir en tant que solastalgique. Et je me suis dit, oui, c'est aussi cette impression de faire partie d'un grand tout, ce qu'on a tendance souvent à oublier, comme on se positionne souvent comme maître et possesseur de la nature, comme le disait Descartes, de se rappeler qu'on fait partie de cette nature, qu'elle fait partie de nous, mais qu'on fait partie d'elle. Et donc voilà, je trouve que ce sentiment océanique illustre bien cette notion de faire partie d'un tout immense et sublime qui est la Terre et qui est la vie sur Terre. Mmh. Quand vous avez pris conscience de ça, qu'est-ce que vous avez changé dans votre vie alors, au quotidien? À part cette gourde. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Non, mais c'est juste des petites habitudes, rien d'extraordinaire. Est-ce que vous êtes végane, par exemple? Non, je suis pas végane. D'accord. Non, je suis pas végane. Non, moi je mange même un petit peu de viande. Je suis pas végétarienne, mais par contre, j'ai réduit effectivement ma consommation de protéines animales, par exemple, juste pour parler d'alimentation. Et j'essaie de réduire aussi mes déchets. Donc je ramène toujours mes emballages quand je vais acheter, quand je vais sur le marché. Je vais sur un marché, je vais pas dans un hypermarché. Donc je ramène mes emballages pour prendre mes légumes. J'essaie vraiment de réduire, je fais mes yaourts, enfin voilà, ce genre de choses. J'essaie de ne pas prendre l'avion, donc je repense beaucoup plus local en fait. Vous êtes FlyScan? Ouais, un petit peu, ouais, c'est ça, le terme suédois pour dire la honte de prendre l'avion. Ouais, c'est ça. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, mais moi j'essaie vraiment de plus trop prendre l'avion. Je suis plus pour un tourisme local. Voilà, mais je trouve qu'on a la chance en plus d'être en France. C'est un très très beau pays, on peut faire beaucoup de choses. Et cette année, les Français sont allés en France. Et tant mieux. Ils sont restés en France, ils ont découvert la France et ils ont aimé la France. Bien sûr. Ouais. On peut lire aussi, tout simplement. Notre imagination, ça permet de... Donc voilà, j'essaie d'acheter plus d'occasions, de me déplacer... de limiter les déplacements polluants, ce qui est très bon pour la santé. D'ailleurs, on est beaucoup trop sédentaire actuellement, donc ça permet de faire du sport. Le fait de réduire ses protéines animales, ça coûte beaucoup moins cher. La viande, c'est un produit très noble, en fait, qui coûte cher, finalement. Du coup, les protéines végétales, c'est meilleur pour la santé et ça coûte beaucoup moins cher. Donc, sans complètement boire l'eau du robinet aussi, ça, c'est des choses que je fais. Donc voilà, j'essaie vraiment je réfléchis. Chaque fois que je dépense 1 euro, j'essaie de me dire, est-ce que voilà, ça va être bon pour moi, ça va être bon pour mon fils, ça va être bon pour l'environnement, et en général... ouais, ça marche bien. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Quelle planète on va laisser déjà à nous-mêmes et puis qu'est-ce qu'on va laisser comme planète à nos enfants? Quel regard vous avez porté, vous, sur cette arrivée du coronavirus en tant qu'épidémiologiste?
Un regard un petit peu... Alors, c'est pas tant sur le coronavirus, moi, que plutôt sur tout ce qu'on a fait autour. Parce que finalement, comme je vous le disais, les épidémies, elles font partie de l'histoire de l'humanité, donc ça n'a rien de nouveau. Bien sûr, c'est important de mettre en place des gestes barrières, mais disons que j'ai été peut-être un petit peu plus interpellée par ce que l'OMS appelle, l'Organisation mondiale de la santé, appelle une infodémie, c'est-à-dire une épidémie d'information et de fake news. Donc vraiment, pendant des semaines, on n'a parlé que du coronavirus. Et donc cette infodémie-là, elle m'a un petit peu surprise. Il y avait une forme de, je trouve, de prophétie autoréalisatrice. On a dit que c'était la catastrophe et finalement, ça l'est devenu. Mais quand on y réfléchit, toutes les conséquences qu'on va observer, les conséquences économiques, les conséquences sociales, les conséquences même sanitaires, non liées au coronavirus, parce qu'il y a d'autres pathologies dont on n'a plus du tout entendu parler. Il y a eu des difficultés d'accès aux soins, du coup aussi. Moi, c'est plutôt ça qui m'a interpellée. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle les conséquences du grand confinement. Donc c'est pas forcément le coronavirus lui-même, que plutôt toutes les stratégies qu'on a mises en place autour, et avec leurs conséquences, qui, à mon sens, vont être bien plus dramatiques. La faute à qui ? Bonne question. Je pense que la faute est partagée. Est-ce qu'on peut parler de faute Quand je dis la faute à qui, oui. Si l'idée c'était entre guillemets de bien faire, c'est juste que je me dis dommage qu'on n'ait pas peut-être un petit peu plus écouté les médecins de santé publique qui auraient, si on avait eu un petit peu plus de voix, pu alerter sur les conséquences, les victimes indirectes du confinement Donc ça, c'est peut-être un peu mon regret. Ouais. Et ça tombe bien, vous êtes médecin de santé publique, vous ne surfez pas sur la vague du corona dans votre livre, puisque vous nous parlez de l'éco-anxiété. Vivre sereinement dans un monde abîmé, votre livre sort chez Fayard, c'est passionnant. Ça me fait plaisir que vous soyez venu. Merci. Dès que vous avez le numéro de Nassim Nicolas Tayeb, vous faites ce que vous voulez. Passez une très belle journée santé sur Beurre FM. Je rappelle que Nicolas va me tuer parce que je ne finis pas l'émission là. Donc il va me tuer, il va me tirer les oreilles. Allez, vas-y, je t'en prie. Non, je voulais juste te dire, Nicolas, ou alors tu le dis, qu'on peut réécouter l'émission en podcast sur le site beurrefm.net. Regardez la vidéo sur YouTube. Passez une belle journée santé sur Beurre FM.